On donnait une toute nouvelle identité à tous les enfants placés dans ces institutions. On leur fournissait temporairement un abri, de la nourriture et des vêtements, puis on les envoyait dans des maisons de travail ou ailleurs. Au XIXe siècle, les photographies étaient rares, mais vers la fin du siècle, nous en voyons davantage. Le dernier continent à connaître un tel exode massif d'orphelins était les États-Unis. Et c'est là que nous voyons les traces des trains d'orphelins. Le premier groupe de ces orphelins est arrivé dans le Michigan en 1854, et à partir de ce moment, le réseau a transporté des centaines de milliers d'enfants à travers les États jusqu'à sa fin en 1929. Officiellement, plus de 97 institutions s'occupaient d'orphelins et de trains d'orphelins au XIXe siècle. Et là encore, cela ne concernait pas seulement les États-Unis. Annie Macpherson entrera dans l'histoire comme une femme qui a exploité plus de 100 000 orphelins et les a expédiés du Royaume-Uni vers le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et même jusqu'aux confins de la planète en Australie, pour les vendre comme main-d'œuvre enfantine. Pourquoi voyons-nous tant de photographies d'orphelins dans des foyers de travail? Pourquoi travaille-t-il avec des machines conçues pour être utilisées par des adultes? N'y avait-il pas assez d'adultes à cette époque pour effectuer ce travail? Et puis il y a un cas étrange, celui de l'essor des parcs d'attractions américains au tournant du XXe siècle. En plus des manèges et des expositions, beaucoup de ces parcs présentaient une attraction inhabituelle, les enfantoriums. Les visiteurs de ces parcs pouvaient se promener en dégustant des glaces et passer par ces stations. Une visite équivalente à celle d'une unité de soins intensifs néonatale entièrement fonctionnelle, avec des incubateurs remplis de bébés prématurés endormis. L'histoire a été clémente avec Martin Cooney. Présenté comme un héros, Cooney était l'esprit allemand derrière les incubateurs. Sa première rencontre avec des bébés prématurés, nous dit-on, a eu lieu à l'exposition universelle de 1896. Il a su immédiatement que l'exposition sauverait des vies de bébés. La technologie permettant de maintenir en vie les bébés prématurés était coûteuse et il savait que le public paierait pour voir les bébés en couveuse. Il ferait payer un droit d'entrée dans les parcs d'attractions pour générer des fonds afin d'aider ces bébés à vivre. Les infirmières s'occupaient des bébés sous le regard enchanté du public, comme s'il s'agissait d'une autre attraction. Les expositions de bébés prématurés comprenaient des rabatteurs qui tentaient d'attirer le public pour qu'ils viennent voir les bébés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas à propos de ces couveuses. Des publicités annonçant des bébés vivants. Beaucoup de foires où Cooney montrait ces bébés présentaient aussi des expositions géniques. L'eugénisme est un domaine de pseudosciences corrompues qui approuve la reproduction sélective pour améliorer la qualité génétique de la population humaine. L'eugénisme a été inspiré par le darwinisme et a été une idéologie motrice qui a alimenté les nazis. Pourquoi les gens paient-ils pour voir des bébés vivants, comme s'ils n'en avaient jamais vu auparavant? Les gens de l'époque n'avaient-ils pas leurs propres bébés? Et où sont les parents de ces enfants? Comment disposaient-ils au XIXe siècle de la technologie nécessaire pour maintenir en vie des bébés prématurés de cette manière? Ou bien quelque chose ne tourne pas rond, une fois de plus, dans le récit officiel. 80 000 bébés prématurés ont été traités dans ces couveuses de parcs d'attractions. 80 000. Les centaines de milliers d'orphelins au XIXe siècle sont à peine croyables. Les femmes étaient-elles vraiment si insouciantes? L'Amérique avait-elle au moins la population nécessaire pour justifier 80 000 bébés prématurés? Nous ne parlons pas ici d'orphelins, mais de bébés nés prématurément. Le récit n'est ni convaincant, ni réaliste. D'où venaient ces bébés? Les antécédents de Cooney sont encore plus troublants. Comme de nombreux historiens l'ont souligné, il n'avait pas de diplôme ou de formation médicale, et son histoire est très similaire à celle de la philanthropie peu convaincante qui entoure certaines de nos personnalités contemporaines qui n'ont pas non plus de diplôme médical.
Et puis, il y a Mary Dressler, une star canadienne du cinéma muet et de la dépression. Elle a adopté un de ses bébés en couveuse. Ah, les célébrités et l'adoption. Le récit officiel nous laisse commodément en dehors de son histoire et nous dit qu'elle a peut-être eu une fille qui est morte en bas âge. Mais les photographies suggèrent le contraire. A-t-elle adopté son bébé couveuse dans l'une de ses foires? Ou les foires sont-elles une façade pour l'adoption illicite de bébés prématurés? Même s'ils étaient prématurés, cela signifiait-il qu'ils n'avaient pas de parents? Qui était propriétaire et responsable de ces parcs? Et qu'est-il arrivé aux bébés une fois qu'ils ont grandi et quitté les couveuses? Si quelque chose semble étrangement faux dans l'histoire de ces parcs et de ces orphelins, c'est parce qu'on ne nous dit pas la vérité. Pourquoi y avait-il des centaines de milliers d'enfants sans parents au XIXe siècle? D'où venaient-ils? Ils ont été déplacés dans le monde entier. Europe, Amérique, Russie, Australie, Canada. Pourquoi? Surtout quand la plupart avaient encore un parent vivant. Si la grossesse hors mariage était un tel handicap social qui entraînait un tel traumatisme, pourquoi tant de personnes se sont-elles mises dans cette situation en premier lieu? Le gouvernement se souciait-il suffisamment de la moralité sociale pour adopter des lois et tous les efforts déployés pour construire et entretenir des orphelinats et des réseaux de relocalisation des orphelins n'auraient-ils pas grévé les finances et les systèmes administratifs du gouvernement? Cela aurait certainement été le cas. Mais voyez-vous, il y avait un plus grand objectif derrière l'agenda mondial du gouvernement. Le repeuplement. Le récit social de la chasteté n'était rien d'autre que de la propagande et une justification pour voler des enfants. La raison pour laquelle nous voyons des villes vides au début du XIXe siècle est qu'elles étaient en fait vides, sans population. Et la raison pour laquelle elles sont animées 30 ans plus tard est que des orphelins ont été envoyés dans ces villes pour les repeupler. Vous voyez, au début du XIXe siècle, il y a eu une sorte de réinitialisation mondiale par la dépopulation, puis la repopulation. Les personnes que nous voyons sur ces photographies n'ont pas construit cette architecture. Elles en ont hérité avec beaucoup de boue. Non seulement elles en ont hérité, sans savoir ce qu'elle était réellement et à qui elle appartenait, mais elles ont aussi été complices, sans le savoir, de la réaffectation de la quasi-totalité de ces structures. Je sais, tout ça n'a pas beaucoup de sens pour l'instant. Vous vous demandez probablement pourquoi ces villes étaient vides et pleines de boue. Ce qui s'est passé pour que les gouvernements aient besoin de repeupler la Terre, et je sais ce que vous pensez. Tout cela est très intriguant. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la Terre plate? Vous voulez en savoir plus sur le firmament, le Soleil et la Lune et notre plan stationnaire. Ne vous inquiétez pas, tout deviendra plus clair au fur et à mesure que nous poursuivrons notre voyage. Les preuves répandues d'infrastructures enterrées, de villes désertes et d'une industrie florissante d'orphelins ne sont qu'un début. Ce sont tous des indices nécessaires qui laissent présager une sorte de cataclysme. Mais la véritable histoire n'a pas encore commencé. Le décor devait d'abord être planté, et il est maintenant prêt. Et même si vous ne pouvez pas encore le voir, je sais que vous le sentez. Les villes désertes, l'architecture enterrée et les orphelins signalent tous une obscurité imminente. Il y a un grand nuage noir devant nous. Et je ne vais pas mentir, nous nous dirigeons droit vers son cœur. Et comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas beaucoup de temps. Allez, il est temps pour moi d'honorer ma promesse et de vous ramener dans le futur.